Bonjour et bienvenue dans Crunch, le podcast qui fait croustiller le rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe. Bonjour. Christelle. Cette semaine, on va se demander à quoi joue World Rugby avec sa sympathique Ligue mondiale interdite aux petits pays. Puis on se demandera si l'équipe de France peut continuer à se passer de Teddy Thomas après son triplé contre La Rochelle. Et enfin, on se tournera vers le match du tournoi de dimanche contre l'Irlande, pour se demander si la bleusaille pourra résister aux assauts de la vertzaille. On parle de tout ça avec les journalistes de la rubrique rugby de l'équipe. Aujourd'hui, Clément Dossin, salut Clem. Salut Cricri. Arnaud Requena, salut Arnaud. Salut Christelle. Et Renaud Borel, salut Renaud. Bonjour Christelle. Eh bien, vous savez tout, alors c'est parti, flexion liée jeu. On commence donc avec World Rugby. La Fédération internationale de rugby planche depuis plusieurs mois sur un nouveau calendrier international pour la saison prochaine. L'actuel manquant globalement un tout petit peu de sens, au nord en tout cas. Tout ça part d'une très bonne intention, sauf que le New Zealand Herald, un journal plutôt très au fait de la res rugbystica, a dévoilé des infos sur ce nouveau calendrier et qui ne plaît pas à grand monde. La nouvelle Ligue mondiale opposerait 12 pays, ceux du tournoi Destination, ceux du Rugby Championship et le Japon et les États-Unis. Donc tout le monde se rencontrerait une fois, les 4 premiers se rencontreraient à nouveau dans une phase finale en décembre et dans une compétition fermée, comprendre sans montée, sans descente, le tout pour 10 ans. Donc l'avantage, c'est que ça nous évitera de perdre contre les Fidji et les Tonga. Mais eux ils trouvent ça moyen. Donc certes on les traite depuis des années comme des sortes de crottes de nez, on va leur faire disputer un match toutes les 12 heures en Coupe du Monde par exemple, mais là après avoir intégré une franchise japonaise plutôt qu'une franchise des Pacifiques dans le Super Rugby par exemple, ça commence sévèrement à se voir que pas de bras, pas de chocolat. Ils ont raison Renaud pour toi d'être très énervé, les Iliens? C'est plutôt pas de droit télé, pas de chocolat. Oui, ils ont raison d'être énervés, dans le sens où le seul moyen pour eux de progresser, c'est d'affronter les meilleurs, mais ils se heurtent à la dure réalité économique. Donc on peut comprendre leur frustration et leur agacement, notamment au regard des derniers résultats qu'ils arrivaient à obtenir, parce que ce vers quoi ça va conduire cette nouvelle organisation du rugby mondial, c'est un exode massif des meilleurs joueurs de chez eux vers les clubs européens, anglais, voilà. Et, déjà que. C'est beaucoup de cas, et donc à une dissolution à l'avenir de ces nations-là. Puis à terme, même au-delà de l'exode dont parle Renaud, qui existe déjà, ces mecs vont de plus en plus se tourner vers les sélections étrangères. Ils le font déjà un petit peu, confèrent Vakatawa, Nakaitasi chez nous, ou peut-être bientôt Raka. Mais s'ils veulent pouvoir être exposés médiatiquement, signer des gros contrats avec des partenaires, ils vont plus forcément choisir leur pays d'origine comme premier choix de sélection. Donc ça aussi, ça peut à terme, encore une fois, si jamais ce projet voit le jour, parce qu'il y a une telle levée de bouclier là depuis quelques jours que c'est pas certain qu'on parte sur cette formule-là. On verra ça dans les prochaines semaines. Mais si ce projet voit le jour, je crois que c'est Dan Léo d'ailleurs qui défend les intérêts des petits pays, enfin de ces pays du Pacifique, qui dit c'est la mort claire et nette du rugby dans ces pays-là. Alors que c'est un peu un moment où justement ils commencent par exemple à battre la France. Mais les Fidji sont aujourd'hui 9e au classement mondial, donc, et je crois qu'ils sont parfaitement à leur place en étant 9e. Donc il est impensable aujourd'hui, si on imagine un projet avec les 12 meilleures équipes du monde, que les Fidjiens n'y soient pas. C'est impensable. Ils se font, les 3 petits pays, là, ils se font juste un peu plus farcir que d'habitude, j'ai envie de dire, parce que c'est surtout, on n'a pas de preuve de ça, mais surtout par leurs copains d'hémisphère sud. Parce que chercher les Fidji ont battu la France, mais chercher des matchs des Fidji, des Samoa, des Tonga face à la Nouvelle-Zélande, l'Australie, l'Afrique Sud depuis des siècles, non, c'est la B qui joue. C'est la B qui joue de ces pays-là. Et par contre, les Néo-Z ont naturalisé des Fidjiens, mais alors, on peut même pas l'imaginer en Europe, quoi. Les faire venir par wagon entier, et c'est la droite ligne, c'est ça, quoi. C'est voilà. Ou alors, il y a un truc qui pourrait les sauver, mais qui ne serait pas contre sélection nationale, c'est qu'il de 3 ils fassent 1. Les fameux Pacific Islanders qui ont joué une fois contre la France, mais c'est plus pareil.
Les Pacific Islanders, ils ont joué un test contre la France il y a quelques années. La réalité, elle est très simple. World Rugby, sa source de revenus principale, c'est la Coupe du Monde. Aujourd'hui, ça lui rapporte pas suffisamment, notamment pour soutenir les économies des grands pays de l'hémisphère sud. L'Australie, qui va vraiment pas bien. La Nouvelle-Zélande, on voit que le Super Rugby, les stades sont vides. L'Australie remplit même plus ses stades sur les grands matchs du Championship. Donc, il fallait une solution, un levier économique pour permettre un nouvel afflux d'argent, parce que où ces nations du Sud, et Arnaud a tout à fait raison de parler d'elle, c'est que eux aussi vivent un exode massif de leurs meilleurs joueurs, là où il y a plus de revenus, et notamment pour le coup en Angleterre et en France. Donc c'est aussi pour contrer ça que World Rugby et ces nations-là ont besoin de récupérer une manne financière supplémentaire sur les matchs internationaux. Et d'où cette volonté de créer une ligue mondiale, d'événementialiser une phase finale type NFL avec des playoffs, donc des demi-finales, et puis une finale dans un stade, de vraiment créer un événement planétaire autour du rugby, générateur d'énormément d'argent pour tenter d'endiguer le dévissage au sud. Et Dan Léo, justement, là, dont on parlait, il explique que peut-être ce serait une bonne idée de boycotter la Coupe du Monde pour ces nations-là. Ça peut être un levier ou... Ah, c'est un levier monumental. Et je pense qu'il a tout de suite activé le bon bouton. Et que d'ailleurs les réactions depuis de World Rugby montrent que c'est ça qu'il fallait faire. C'est-à-dire qu'ils ont un peu paniqué là. La communication, disons-le tout de suite, elle a été catastrophique de la part de World Rugby. Donc ça, c'est sorti quand ? C'est sorti jeudi matin. Je pense que le premier communiqué de World Rugby, mais qui était lénifiant, il est tombé dans l'après-midi, et que disons que les prises de parole qui commencent à être à peu près structurées et intéressantes, on a attendu le week-end pour qu'elles arrivent de Pitchot dans le Télégraphe, puis chez nous dans l'équipe. Pitchot, c'est le vice-président de World Rugby. Qui a beau jeu de rappeler que tout ce qui est sorti était faux. On peut clairement en douter. Rappelons que ce qui est sorti sort notamment de l'IRPA, qui est le syndicat des joueurs de rugby internationaux, avec des garçons comme Jonathan Sexton, Kieran Reid, le capitaine des All Blacks, Owen Farrell, plus un état-major à la direction de cette institution, dont on peut penser que ces gens-là sont très bien informés. Donc aujourd'hui, faire passer ces informations, quelque chose de saugrenu, c'est de la mauvaise foi politicienne, quoi. Moi, ce que je disais ce matin, c'est que ça me fait penser à ces hommes politiques qui balancent des informations en off dans la presse, qui pour annoncer un projet de réforme, par exemple, qui voient comment ça prend dans l'opinion, et qui ensuite, si jamais ça prend pas bien du tout, disent non, mais c'est n'importe quoi. Et voilà, ça me fait exactement penser à ça, ce qui s'est passé. Bref, mais donc la communication, elle a été catastrophique, et le fait d'appuyer sur le bouton du boycott de la Coupe du Monde, qui est, comme le disait Renaud, la vache à lait de World Rugby, c'est parfait, très bien, très bon coup de Dan Léo, parce que donc les trois pays, si je dis pas de bêtises, oui, ils y sont tous les trois à la Coupe du Monde, et que voilà, si les trois, lui il représente quand même 450 joueurs du Pacifique, hein, j'ai pas la liste de tous les adhérents de son syndicat, mais j'imagine qu'il représente quand même principalement, une grosse majorité des mecs qui sont aussi appelés à l'heure actuelle en sélection. Si ces types-là décident de pas y aller, et que c'est au mieux une équipe de Fidji C, une équipe des Tonga Z qui y va, ça va faire très très mal à la Coupe du Monde. D'autant que souvent, ce sont des acteurs intéressants des premiers tours de la Coupe du Monde, parce que les Samoa sont capables de taper une fois de temps en temps le Pays de Galles, parce que les Tonga nous ont tapé une année, parce que les Fidji peuvent sortir en quart de finale à tout moment. Donc c'est toujours des nations auxquelles on s'intéresse dans un premier tour de Coupe du Monde. C'est des arbitres. Ouais. Je crois pas, mon boycott. Enfin, je pense pas qu'ils iront jusque là. Non, mais même s'ils boycottent, ils perdront, parce qu'ils prendront les trois suivants. Non. Les trois nations suivantes, mais Arnaud, on est à 6 mois du bordel, ils vont pas. Non, mais toi, t'es un jeune enfant. Merci. Moi, j'ai vu 2 Jeux Olympiques en 80 et en 84. Les Jeux Olympiques, c'était quand même quelque chose, avec un boycott des Américains. Ouais, d'accord, mais ils sont pas allés piocher plus de. Non, mais ils ont eu lieu. Non, mais bien sûr qu'elle aura lieu, je dis pas qu'elle aura pas lieu. Elle aura lieu, la Coupe du Monde. Oui, mais ils vont pas aller piocher la Roumanie, l'Espagne, la Belgique, qui, rappelons-le, se sont fait disqualifier. Enfin, tu vois, ils vont pas aller faire les fonds de tiroir pour remplacer ces équipes-là. Mais je pense comme toi que de toute façon, il y aura pas de boycott, parce que World Rugby... Ils peuvent pas aller jusque-là. Va pas aller jusque-là. Ils sont déjà en train de faire un pas en arrière, de toute façon.
face à cette menace-là. Surtout que dans l'opinion, les Fidjiens notamment sont très aimés, donc je pense que ce ne serait pas très bien vu. Ouais, il y a cette cote d'amour, mais il y a aussi le fait que tout le monde prend conscience du scandale que serait une Ligue mondiale sans aujourd'hui les Fidji. On n'a pas parlé de la Géorgie depuis le début du podcast, mais la Géorgie, c'est 12e nation mondiale aujourd'hui. C'est une équipe qui est invitée depuis 2 ans maintenant à aller faire des entraînements avec l'Angleterre, ce qui donne une idée un peu de sa valeur dans l'esprit d'Eddie Jones, parce que c'est une des meilleures mêlées du monde. Enfin voilà, Là, ils font du MMA à l'entraînement. Ils font du MMA à l'entraînement, donc ça endurcit le cuir. Eux aussi, on les farcit. Voilà. Maintenant, il y a quand même un truc qui ne va pas dans cette histoire, c'est la promotion-relégation. C'est-à-dire que créer cette Ligue mondiale, tout en y incluant un système de promotion-relégation, ça colle pas. Pourquoi je dis ça ? Je dis pas, et je ne suis pas pour une ligue fermée, hein, mais c'est inextricable, parce que donc, la Ligue mondiale, elle inclurait le tournoi destination, notamment, qui depuis des années ne veut pas entendre parler de cette question de promotion-relégation. Cas de figure, si demain, parmi les 12 équipes qui disputent la Ligue mondiale, c'est l'Italie qui est reléguée, et que ce sont, par exemple, les Fidji qui sont promus, qu'est-ce qu'on fait du tournoi destination ? On y intègre qui ? On y intègre les Fidji, à la limite ce serait le moins aberrant puisqu'ils jouent tous en Europe. On y intègre les États-Unis parce que c'est dans l'hémisphère nord, ou le Japon, mais bref, le tournoi va changer complètement de nature, quoi. Donc c'est pour ça que je trouve que le système de toute façon est bancal à la base, quoi. Bancal, oui, système de relégation et de montée, c'est vertueux dans le sens où effectivement on donnerait sa chance même aux petites nations de venir s'intégrer à la cour des grands, sauf que là encore c'est économiquement que ça va poser un problème, c'est-à-dire que en admettant que la France qui n'est pas en grande santé sur un tournoi délicat se retrouve reléguée. Vous croyez sincèrement que les diffuseurs, les broadcasters et les gens qui payent les droits vont payer la même somme pour accéder au marché français et au marché éventuellement géorgien et idem dans l'hémisphère sud. Ça n'a, en tout cas, d'un œil extérieur comme ça, comme on le comprend, ça n'a absolument aucun sens économique non plus. Un mot sur les joueurs, on parle de leur santé, là on va se retrouver avec des déplacements un peu étonnants, non en prime ? Oui, en prime, oui, voilà. Alors là, on serait sur des déplacements transcontinentaux l'été qui, sur 3 semaines, on pourrait faire Japon, Australie, Afrique du Sud. Ou le pire étant un petit États-Unis semaine 1, Afrique du Sud semaine 2, Japon semaine 3, ça c'est pas mal. En termes de fuseau horaire et de. Donc, non, mais Renaud, il sera content, ça lui fera des miles. Non, mais ça dévaluerait sportivement les affiches, parce qu'évidemment que les joueurs qui seront déjà en fin de saison domestique se retrouveraient à faire des voyages avec des décalages horaires, des transits complètement aberrants. Donc on voit mal quelle équipe aujourd'hui serait compétitive au moins sur les 3 matchs dans une telle configuration. Et puis cette Ligue mondiale, elle dévaluerait également le tournoi destination, puisque ce serait, même si on continuerait à parler d'un grand chelem, ceci, cela, ce serait surtout intéressant pour le classement, pour accéder à ces playoffs et à cette fameuse finale. Et puis ça dévaluerait aussi la Coupe du Monde, puisque toutes les meilleures équipes se rencontreraient tous les ans. Or, la rareté, je parle sous votre contrôle, crée la préciosité, n'est-ce pas ? Mais absolument. Hein, voilà. C'est pour ça que tu viens rarement, Renaud, parce que exactement. Mais je suis de moins en moins précieux parce que je viens toutes les semaines. Après, quand même, il faut dire un truc sur ces tournées de juin, c'est que c'est aussi une des raisons pour lesquelles World Rugby réfléchit à cette Ligue mondiale, parce que les tournées de juin, quand la France envoie 3 semaines consécutives prendre 3 roustes en Afrique du Sud, en Australie ou en Nouvelle-Zélande, ça a un petit peu du mal à séduire le public local et à remplir les stades. Donc peut-être que ce format-là... Clément, je te coupe, il n'y a que la France qui prend 3 roustes en été désormais. Hein. Ouais. Les Anglais ont pas pris. Les Anglais ont gagné le dernier test là. Les Irlandais ont gagné leur série en Australie. On est les derniers malheureusement à se déplacer pour défaisser. Est-ce qu'ils remplissent pour autant les stades ? J'en suis pas convaincu non plus. Non, mais ça, c'est un problème structurel de l'hémisphère sud aujourd'hui sur le rugby à 15. Non, mais tout ça pour dire que l'idée est de redonner un petit peu d'enjeu. On va dire. Vous m'avez coupé la parole. C'est vrai, pardon, excuse-moi. Vas-y, je t'en prie. Je vais tous vous couper, du coup, comme ça il n'y aura plus de jaloux.
pour carrément changer de sujet. Ah en bon fait. D'accord. Bah oui, On n'a pas dit assez de mal de World Rugby encore. Non, je vous sens beaucoup trop remonté. On reviendra ça avec du recul après avoir fait des petits bambous. On va rester à l'international, néanmoins. On va nombriliser un peu en parlant de l'équipe de France et l'un de ses intermittents, Teddy Thomas. Blessé avant le tournoi, il n'est pas dans le groupe. Et de toute façon, il vient, il va. À 25 ans, il a 16 sélections, mais en plus de 4 ans. Sa première sélection était en novembre 2014. Ce week-end, contre La Rochelle, il a inscrit un triplé en faisant montre de toute sa force offensive, avec ses délicieux appuis, ses petits crochets, tout ça. Du coup, on peut se demander si l'équipe de France peut continuer à s'en priver, parce que même s'il a fait aussi montre de ses, appelons ça des carences défensives, on rappelle que, sauf erreur de ma part, seul UG est un ailier pur grain dans le groupe France actuel. Côté défense, UG, c'est pas non plus Fort Knox. Donc voilà. On peut s'en passer, Renaud, de Teddy Thomas. On peut se passer vos réflexions déjà. Ça, j'ai pas peur de le dire. Donc, Teddy Thomas, ce week-end, vient allonger la liste des joueurs ayant flambé un week-end et devant à tout prix immédiatement retrouver l'équipe de France. Donc parce qu'ils sont ont 62 à Marcoussis ce soir. C'est à peu près ça, voilà. Donc Teddy Thomas allonge la liste ce week-end à laquelle se mêle aussi Wesley Fofana, n'est-ce pas, qui a été vraiment brillant. Qui fait lui partie du groupe France quand même. Qui fait lui partie du groupe France, mais qui est pas partant certain titulaire pour le moment, on ne sait pas. Mais donc voilà, Teddy Thomas, il a évidemment du feu dans les jambes, il est capable de traverser le terrain, notamment face à La Rochelle, qui visiblement était plus venu en week-end à Paris que pour jouer un match de rugby. Non, il a des qualités exceptionnelles, mais il faut, au moment de mesurer le besoin qu'on a de l'avoir en équipe de France, se souvenir de pourquoi il n'y est plus aussi. Et pourquoi ? Vous parliez de sa défense, et de celle d'un autre ailier sur laquelle je suis pas d'accord avec vous, mais bon, ça c'est autre chose. Mais bon, il y a ces soucis-là. Il y a aussi des petits soucis de comportement, de type de nonchalance, des choses comme ça, qui font que dans le groupe, ça passe pas toujours forcément. Alors ça se soigne selon moi, et je pense que quand on se donne la peine de le soigner, sur des joueurs exceptionnels, il faut se forcer à soigner ces soucis-là. Mais voilà, Teddy Thomas a d'autres lacunes au niveau international qui sont rédhibitoires, et un match certes spectaculaire contre La Rochelle suffit pas à réhabiliter immédiatement un joueur. T'es d'accord avec ça, Arnaud ? En partie. Teddy Thomas, il a quelque chose que les autres ailiers français n'ont pas, c'est qu'il a du feu dans les jambes. Et il marque un essai contre l'Australie en feintant 4 défenseurs, tout ça, et Christelle s'exclame « formidable ». Le même type feinte 6 ou 7 joueurs et il oublie de servir à 3 contre 1 les copains. Contre l'Afrique du Sud en automne, un match qu'on perd dans les arrêts de jeu. Contre le Japon. Et là, déjà, elle se pose la question pourquoi. Oui, mais il a aussi le droit, on a aussi le droit de le sortir de l'équipe. Alors après, je trouve qu'il y a des joueurs à qui on en passe plus qu'à d'autres, mais. Et lui, il a quand même, dans ses premières sélections, il a quand même oublié de venir à Marcoussis à l'entraînement. Ça nous est tous arrivé de rater un entraînement. Oui. Même de breakdance. Et Philippe Saint-André l'avait d'ailleurs exclu. Renaud dit oui, il faut, quand un joueur a du talent comme ça, il faut. Oui, mais ça fait des années que ça dure. C'est un peu compliqué. Après, moi, sur le talent pur, c'est le meilleur ailier. Non, c'est le meilleur finisseur français. Parce que ailier, c'est aussi regarder derrière les ballons, les ci, les là. Teddy Thomas, il a été très mauvais en finale de la Coupe d'Europe avec le Racing, par exemple. C'était le même. On dénonce. Donc là, on n'a pas peur de dénoncer. Ah non, moi, je n'ai pas peur de dénoncer, non. Et donc, il marque des essais exceptionnels. Mais... On l'a vu, ce match. Et voilà, Non, tout le monde ne l'a pas vu. Pardon. Après, il rejoint, Clément Dossin, s'il savait jouer au rugby, il a été formidable ce week-end. Vite en équipe de France. À une époque, on avait 9 demi-nommés en équipe de France. Je crois, franchement. Il fallait tous les mettre. Mais non, à un moment, il faut mettre 30 types, 31. Et pour l'instant, Teddy Thomas, il n'y est pas. Alors sur le talent, oui. Sur on te recadre 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Il y a un garçon qui s'appelle Didier Deschamps. Un jour, il a dit Benzema, je ne veux plus te voir. Voilà. Ouh, toi, tu vas avoir des problèmes. Là, ça y est, on a atteint le point Benzema. Non, mais voilà, c'est tout. Il a raison. Il a tranché. Il a dit voilà. C'est un choix de management. Il faut dire une chose quand même sur Teddy Thomas. Les gens disaient non, mais c'est une erreur, c'est si, c'est là.
Christelle, tu disais qu'il a eu que 16 sélections à 25 ans. Mais il en a eu 8 en 2018. C'est-à-dire que la moitié de ses sélections, c'est le staff actuel qui lui a donné. Donc s'il y a un staff qui lui a fait confiance, c'est bien celui-là. Et c'est peut-être celui qui a été le plus déçu. Rappelons qu'on ne l'a pas cité, mais il y a la Nuit d'Édimbourg aussi au milieu de ces méfaits, on va dire. Ceci étant dit, je vais me faire son avocat parce que je vois qu'il n'en a pas beaucoup ici. Moi, je pense que son talent, il est indispensable à l'équipe de France. Je pense que cette équipe de France, elle, concrètement, pour schématiser, elle n'a pas de fond de jeu. Voilà. Et que donc, elle a besoin de quoi ? Elle a besoin de puncher. Sa voie de salut, c'est ça. C'est d'aligner des mecs qui, sur un appui, une accélération, un truc, vont pouvoir créer des brèches. Les Dupont, les Ntamak qui sont déjà là, des joueurs comme Ficou, alors attention, ça va peut-être pas beaucoup défendre, mais voilà, Vakatawa, rajoutons-en un à la liste. Je crois qu'elle a besoin de ces mecs-là qui sont capables offensivement, qui l'ont déjà prouvé en plus au niveau international, de faire des différences. Maintenant, oui, il faudra prendre Teddy Thomas avec tout le package, quoi. C'est-à-dire avec ses oublis défensifs, avec sa nonchalance parfois, avec une sécurité sous les ballons hauts qui est pas à toute épreuve. Mais un mec qui efface Victor Vito comme il a effacé Victor Vito ce week-end, ça n'existe pas. Il n'y en a pas d'autres. On aurait dit Pandipanda. On aurait dit en face un cadet. C'était le meilleur joueur du championnat de l'année dernière, il y a 2 ans. Donc voilà, pour ces raisons-là, je crois qu'il est indispensable. Mais évidemment, il faut quand même. Après, je souscris à ce qu'ont dit mes camarades. Il doit faire l'examen de ses erreurs, l'examen de son comportement laxiste, individualiste parfois sur le terrain. Ça, c'est sûr. Renaud est effondré. Ah oui, je suis effondré, effectivement. C'est pas la première fois qu'on sera pas d'accord, Renaud, c'est pas grave. Oui, mais encore une fois, c'est moi qui aurai raison. C'est bien ça, essentiel. Tant que tu le penses. Non, mais Teddy Thomas, après... vous avez vu, faut qu'il ait le dernier mot. Hein. Ouais. Non, mais il parlait de finisseurs. On n'a pas de finisseurs. Et c'est une donnée importante. On a peu de finisseurs en équipe de France aujourd'hui. On a peu de joueurs qui sont obnubilés par la ligne. Lui, il en fait partie. Alors, la moyenne, elle vaut ce qu'elle vaut avec un nombre de sélections comme celui-là, mais ça fait 0,6 essais par match. Il y a très peu de joueurs dans l'histoire du 15 de France qui ont une telle moyenne. On parle de Bernat Salle, de Vincent Clerc, enfin voilà, c'est ce pédigré-là. Qui étaient d'autres joueurs qui étaient un peu plus complets, quoique la défense de Bernat Salle, on pourrait encore c'était pas non plus le plus grand défenseur du monde. Mais voilà, donc pour ces raisons-là, pour moi, il est indispensable. Ok, on va changer de thème avant que Renaud n'explose en vol. On va quand même rester sur l'équipe de France, son déplacement des plus périlleux en Irlande, que les Français devraient faire avec leur Bleuzaille. Donc, Bleuzaille prometteuse contre l'Écosse. Enfin, une Écosse pas complètement au top, privée d'énormément de ses meilleurs joueurs. Comme cette fois, on n'a pas pu compter sur le top 14 pour en assommer 2 ou 3. Il va falloir s'infuser la vraie équipe qui avait perdu chez elle contre l'Angleterre d'entrée. Donc, elle peut plus trop se permettre de laisser des points en route. On doute donc qu'elle soit tentée de faire des câlins à nos bébés bleus. Elle peut tenir le choc, notre jeune classe, Arnaud, contre les Irlandais ? Pourquoi pas ? La vraie équipe d'Irlande, comme vous dites, elle est quand même pas flambante là, en ce moment. Le match en Italie, il est gagné. Gagné, c'est gagné. Mais c'était vraiment très moyen. Après les joueurs, nos jeunes joueurs, ils vont découvrir un environnement particulier, quoi. Dublin, s'il pleut pas, c'est qu'il va pleuvoir, c'est sûr. Et s'il n'y a pas de vent, il y en aura dans un quart d'heure. Donc ça déjà, c'est à prendre en considération. Plus les chants du public, etc. Et puis surtout les missiles de Sexton, les chandelles, tout ça. Moi, je suis un peu... Enfin, je ne crains rien, parce que je m'en fiche. Dites-nous ce que vous nous avez dit. Ce que tu nous as dit à la cantine. Je m'en fiche un peu, mais j'ai franchement pas été rassuré par Ramos à son premier match, quoi. C'est pas ce que tu nous as dit à la cantine. Il a fait une belle relance. Bon, après, c'était sa première sélection. Et là, il va être bombardé, quoi. Il va être bombardé. Heureusement pour lui, il aura UG pas loin, qui a l'habitude de ces matchs-là et qui peut le seconder. Mais voilà. Tamac, franchement, j'ai pas de... Comment dire ? Moi, je l'ai trouvé extrêmement bon contre l'Écosse. Bien mieux que je le connaissais pas bien. Donc voilà. Bien mieux que je ne pensais. Donc après, c'est pareil, c'est la pression. Là, il va pas avoir
des troisièmes lignes à 15 mètres, mais il va avoir les clébards irlandais qui vont lui mordre les mollets. Ça va être plus compliqué. Et Dupont, il n'a pas l'air de se mettre la tête à l'envers sous la pression. Après, le problème de Dupont, c'est qu'il faudra qu'il joue pas comme Dupont, mais qu'il joue comme le demi-mêlée contre l'Écosse, qui a joué à contre-emploi, pas en courant dans tous les sens, à l'inverse de ses partenaires, à taper un peu partout. Il ressemblait drôlement à Dupont quand même, ce demi-mêlée. Et oui, il ressemblait physiquement, mais c'était le. Par contre, il a été sobre. Il a fait ce qu'il fallait pour avancer tout ça. Et lui, je sais pas, je peux me tromper, mais j'ai l'impression que la pression. Après, il aura Conor Murray faire en face. Les demi-mêlées, ils se rencontrent pas dans un match, à part quand ils introduisent. Mais il aura quand même la pression des Irlandais. Ouais, non, moi je suis assez confiant. C'est même pas une question de confiance. Je pense que les Français, alors pas 4 ils sont 15. Ils peuvent faire un coup en Irlande. Renaud, toi qui les vois là, ces jeunes personnes, tu les sens comment, hermétiques à la pression Ouais, alors je confirme le diagnostic d'Arnaud sur l'absence totale de pression pour ce qui est de Dupont et je pense aussi à Ntamak. Peut-être un petit peu moins pour Thomas Ramos qui a des responsabilités différentes avec il est peut-être un peu plus perméable à ça, mais en revanche c'est un vrai bon joueur de rugby, un vrai attaquant qui sent les coups, qui a lui aussi pas mal de feu dans les jambes quand même. Face à l'équipe d'Irlande, effectivement, ça va être leur gros test à ces jeunes-là. Après, je suis un peu d'accord avec Arnaud, c'est que j'ai l'impression qu'ils sont un peu cramés les Irlandais sur ce tournoi, qu'ils ont pas la même, ils n'arrivent pas à imprimer la même fraîcheur et la même intensité dans leur rugby que d'habitude. Donc je sais pas de quoi aura été fait la semaine. Je pense qu'ils se seront un peu fait secouer quand même, parce qu'effectivement, le match en Italie, c'était pas terrible. Ils sont menés à la mi-temps, je crois, non menés à la mi-temps. Ah ouais, puis même après, Joe Schmidt avait laissé quelques cadres au repos sur ce match en Italie, notamment son capitaine Rory Best. Et je pense qu'une équipe avec et sans Rory Best, on l'a vu, ils ont été catastrophiques en touche notamment, donc c'est pas la même. Surtout que leur jeu est beaucoup basé sur leur conquête. Ouais. Et un paramètre aussi, c'est quand même, tu m'arrêtes Arnaud si je me trompe, mais sur les dernières années, c'est quand même, à part à la Coupe du Monde, rarement une équipe qui nous a dominé outrageusement, l'Irlande, dans le tournoi. Non, mais qu'est-ce qu'elle nous a emmerdé ? Elle nous emmerde toujours, mais je pense qu'on l'emmerde aussi dans un sens. Ouais, voilà, l'année dernière, on peut les battre, on les bat 2 ans auparavant pour le premier match de l'ère Noves. Bref, bon, après, ouais, non, mais je rejoins Renaud, ça va être... Non, l'année dernière, on était passé quand même à côté. Non, l'année dernière... il y a 2 ans. Là-bas. Ouais, il y a 2 ans, on était passé quand même à côté. Mais évidemment, c'est le grand test de ces 5-6 joueurs-là, Bamba, Lambé, dont on n'a pas parlé, la charnière, Ramos. Disons que c'est ces 5 mecs-là qui vont vraiment vivre. Ils ont aussi vécu Twickenham il y a 2 semaines, mais qui vont vivre une étape de plus dans leur progression et leur jeune carrière internationale. Mais je reviens sur ce qu'on a dit la semaine dernière pendant le podcast, c'est que quoi qu'il se passe là, ne les jetons pas au pilori, attendons de voir, finissons le tournoi avec ces jeunes-là, bon, vous m'avez compris, leur chance en Italie la semaine prochaine, parce que évidemment que ça va être très 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 compliqué. Ne les jetons pas avec l'eau du boudin, comme avait dit Jacques Delmas. Voilà. Et ce match, il a au-delà des vieux, des jeunes, des moyens, et tout ce que vous voulez. Moi, je crois qu'il est capital sur la route de la Coupe du Monde. C'est Guillaume Guirado qui disait avant l'Écosse, ce match, il va nous lancer. L'Écosse. Il gagne. Là, attention, ils sont lancés. Non, mais là, si tu gagnes en Irlande, après, c'est pas une vue de l'esprit, je veux dire, d'aller gagner en Italie, puis de gagner 3 matchs de préparation de la Coupe du Monde. Et d'être champion du monde. Non, mais soyons fous. Ça fait, tu peux arriver à la Coupe du Monde avec 6 victoires. Et surtout, tu as, depuis l'Angleterre l'année dernière, tu as battu personne. Le fantôme des Argentins un jour à Lille. Et là, tu battrais quelqu'un.
On pourrait dire ils sont nuls, ils sont si. Oui, ils sont deuxième ou troisième mondial, ils existent, les Irlandais, c'est les mêmes. Et là, pour moi, il est capital ce match, franchement. Ça compte pour les joueurs en plus, parce que même si c'est une Irlande un peu moins bien que du fait de leur classement et du fait qu'ils ont battu les Blacks, de toute façon, dans l'état d'esprit de cette équipe, s'ils font un exploit là-bas, ça comptera, obligatoirement. Enfin, l'Irlande, elle est moins bien, elle n'est pas catastrophique non plus. Faut pas non plus. Et voilà, elle reste deuxième mondiale. Elle est allée gagner en Écosse. Elle a gagné malgré tout en Italie en prenant le bonus. Certes, c'était pas un grand match, mais je l'ai dit, il y avait des joueurs au repos. Ouais, moi je te trouve bien optimiste. Ouais, moi je vous trouve tous les deux bien optimistes. Ah, mais je t'ai pas dit que les Français vont gagner à coup sûr. Non. En revanche, pour moi, il est capital sur la construction d'aller vers une Coupe du Monde un peu plus détendue. Enfin, détendue, un peu plus... Bah, du coup, je vais vous demander votre pronostic, puisque vous êtes interpellant. Il n'y a pas Teddy Thomas, 9-3 pour la France. Et on peut avoir le pronostic avec Teddy Thomas, s'il te plaît. Arnaud, un vrai 9-3 ? Non, on va quand même marquer un essai, eux aussi sur ballon porté. Attends, tu peux nous, si tu veux, on n'y va pas, tu nous dis le déroulé du match. Pour la France, 15-19. Ok. Renaud ? 23-15 pour l'Irlande. Avec un triplé du G. Très possiblement. Il retrouve sa place d'ailier là où il est le meilleur. Clem ? 28-10 pour l'Irlande. Très bien. Nous vérifierons ça. On ne peut pas faire une Fred Bernès ? Genre 18-18 ou... Ne sois pas important. Nous allons en rester là, puisqu'on a dit plein de choses intéressantes. Donc il suffit, messieurs, merci. Voilà, c'était Crunch, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec Clément Dossin, Arnaud Requena et Renaud Bourrel. Merci à Jules Cros à la technique. Merci à Roland Richard à l'édition. Retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr, Apple Podcast, SoundCloud. N'hésitez pas à réagir, laissez des commentaires, mettez des étoiles. À la semaine prochaine.